Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette série de débats que nous organisons. Electron Group Média a organisé une semaine durant une série de débats axés sur le bilan, l'an 1 du mandat du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Le décor étant déjà planté hier par Christian et ses invités. Je vous retrouve ce soir avec d'autres invités qui ont bien voulu accepter notre invitation. J'ai autour de la table Madame Noura Gamane Tatouloumle, directrice de la promotion et de la protection des droits des femmes au ministère de la Femme. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Voilà. Nous avons également autour de la table M. Kaoudé Israël. Il est le directeur général de l'action sociale et de la solidarité. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà. Merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Et notre invité qui a bien voulu nous honorer ce soir, il était là hier et le voilà encore aujourd'hui, Dr Adamou Oué, enseignant-chercheur et un habitué de la maison. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Moi aussi, merci. Voilà. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le mandat du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est calqué sur 12 chantiers et sans action. Il sera donc ce soir question de décortiquer, sinon de décrypter, ensemble avec nos invités, le chantier 3 et le chantier 5. Mesdames, Messieurs, il faut donc préciser dès le départ que le chantier 3 porte sur la promotion de l'État, un État solidaire pour tous, et le chantier 5 porte sur la promotion des droits de la femme et son rôle dans la société. Chers invités, nous allons tout d'abord faire un tour d'horizon pour d'abord voir de façon globale ce qui se fait, sinon ce qui a marqué effectivement l'an 1 du bilan, voilà, du mandat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Je commence par vous, docteur. Quelle lecture, sinon quel est votre regard de ce bilan, l'an 1? Il est bien vrai que c'est tôt. Le mandat est axé sur quelques années, c'est juste un an, la première année. Et quel est votre regard déjà de ce bilan à mi-parcours? Eh bien, c'est pour parler des questions de la femme et de la solidarité. Eh bien, je pense que le bilan qu'on pourrait faire, c'est de situer la chose par rapport à l'avancée de la promotion des droits de la femme, qui a déjà commencé par le feu maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, et qui continue donc d'être implémenté par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno par rapport donc à la question du respect des 30%, du quota de 30% qui est exigé même dans la nomination à des fonctions aux charges de l'État et aussi surtout aux élections communales, législatives et sénatoriales. On se rend compte que ce pourcentage a été respecté et c'est pour la première fois qu'on découvre et trouve qu'il y a eu un bon nombre de la représentation des femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat et aussi dans les collectivités locales décentralisées. Autrement dit, les représentants, les présidents des provinces et les maires, les conseillers et autres. Donc on pourrait dire que c'est une avancée et aussi il y a d'autres lois qui ont été prises, mais sur lesquelles on y reviendra peut-être. Et donc, pour moi, on pourrait dire qu'il y a une avancée. Et sur ces questions, le respect des droits de la femme, il y a aussi la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Il y a des délinquants qui ont été arrêtés. Mais je ne sais pas, est-ce que la justice a pu trancher sur la question? On y reviendra sûrement. Donc, d'une manière globale, on pourrait dire qu'il y a une avancée et qu'il faudra donc continuer dans cet élan pour que l'on puisse aboutir à une société qui respecte la femme et qui lui accorde une place de cité dans la gestion de la chose publique. Directeur Kaoudé, docteur Adamou, on trouve que le train est en marche et en bonne voie. Est-ce que vous partagez également cet avis? Bon, je suis
parfaitement d'accord et j'apporte un avis complémentaire positif sur ce que le docteur vient de le dire. Et il faut comprendre que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, vient d'être élu, mais ce qu'il faut souligner, quel a été le mandat, une année passée, qu'est-ce qui a été fait concrètement. Tout à fait. Donc il faut souligner les avancées qui sont significatives, comme il l'a dit. Les femmes, dans le cadre de la gestion de la chose publique, la femme n'est pas mise à l'écart. Comme il a dit, le quota de 30% est respecté. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les assises, toutes les institutions, comme il l'a dit, au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, le quota est respecté. Et donc, vous avez les députés femmes, vous avez les sénatrices. Et donc, aussi, vous avez les femmes ministres, les directrices générales femmes. Partout, vous allez rencontrer les femmes. Donc, il faut comprendre que la question de la femme, dans son implication à la chose de la gestion publique, le quota est respecté. Voilà. Et donc, Madame, je me tourne vers vous à présent. Nous parlons de deux axes, l'axe 3 et l'axe 5, qui vous concernent, vous les femmes. En tant que femme, quel est votre regard également par rapport à ce bilan de l'an 1 du mandat du maréchal de la République? Oui, à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais dire qu'il y a eu des avancées remarquables. Ils ont parlé de la présente forte représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Je ne vais pas encore revenir dessus. Mais moi, je dirais qu'il y a eu des avancées sur plusieurs plans. D'abord, au plan juridique, notre dispositif a été renforcé parce que le maréchal fait de la question de la femme l'une de ses grandes priorités. Et donc, la signature de l'ordonnance portant prévention et répression des violences basées sur le genre vient marquer notre pays en matière de la promotion des droits des femmes. Et nous avons également enclenché un grand programme qui consistera à réviser le code du travail pour ce qui est de la question de l'emploi des femmes. Le code du travail, le statut général de la fonction publique et la convention collective. Et ça a été initié par un arrêté conjoint de notre ministre, le ministre d'État, Mme Amina Priscille Longo, et le ministre de la fonction publique. Et donc, ça, c'est une grande avancée du point de vue juridique. Et sur le plan également stratégique, la question de la promotion des droits des femmes est également mise dans les actions d'envergure parce que nous avons, au vu, n'est-ce pas, de tout ce que les femmes traversent dans notre pays, nous avons élaboré et fait adopter la stratégie, le plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, parce que la question des violences basées sur le genre, c'est une question d'actualité et il faudrait vraiment arrimer les politiques et les stratégies à nos réalités. Et nous avons également doté notre pays de la 3e génération de la feuille de route de lutte contre les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines. Et donc ça fait partie des actions phares de notre gouvernement pour la première année du quinquennat du président. Et donc peut-être d'autres actions, nous y reviendrons. Oui. Voilà, donc je reviendrai après sur d'autres actions. Tout à fait. Chers invités, c'était là donc votre lecture de façon globale sur ce qui est en train d'être fait et surtout par rapport aux axes qui sont retenus ce soir. Alors, nous allons déjà commencer par le premier axe, sinon le chantier numéro 3, promouvoir un État solidaire pour tous. Le président de la République dit ceci, et je cite, « Je suis déterminé à renforcer les liens entre les citoyens et les communautés afin de promouvoir une société où personne n'est laissé pour compte. Nous voulons bâtir un Tchad où la solidarité est la norme,
et où chaque Tchadien participe à la construction d'un pays où la compassion et l'entraide sont les valeurs fondamentales, un pour tous, tous pour un, fin de citation. Alors nous allons donc prendre le temps de décortiquer donc cette citation pas à pas. Je commence par vous, docteur Adamou. Le renforcement des liens entre les citoyens et les communautés. Votre regard, est-ce que à ce stade, est-ce qu'on peut véritablement dire que cela a été fait, sinon en bonne voie? Ok, merci. Je pense que moi, en tant que chercheur et enseignant, j'ai suis beaucoup plus amené à discuter les concepts. Ouais. Parce que le concept de la solidarité, ce sont beaucoup plus des théories sociologiques et philosophiques qui prônent la valeur ajoutée à une communauté. Dans une cité comme la nôtre, un pays comme le nôtre. Il est donc du devoir de l'État de créer les conditions, de permettre à tout un chacun de se créer, d'avoir le bien-être social. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle du gouvernement, c'est de permettre, de faire en sorte que chaque citoyen dans la République puisse avoir de quoi vivre. Cela suppose qu'il y ait des conditions que l'État crée afin de permettre à tout un chacun de ne pas être lésé, de ne pas être laissé pour compte. Et le rôle de l'État dans ce domaine, nous sommes dans un État social. L'État social, c'est cet État qui pense que les citoyens ne doivent pas souffrir, ne doivent pas vivre dans la misère, doivent donc être mis dans le cadre de leurs droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux, ce n'est pas simplement la protection physique de la personne, mais c'est aussi l'obtention du travail. La question des droits économiques sont des droits fondamentaux. Il faut avoir du travail, il faut avoir une maison, il faut avoir de la nourriture. Il faut être bien, il faut qu'on s'occupe de chaque être humain vivant dans un pays. Et cela, comme je vous l'avais dit, ce sont des concepts. Ce sont des concepts sociologiques, philosophiques, qui sont difficiles d'être appliqués. Parce que l'État ne peut absolument pas tout faire. C'est pour cette raison qu'il est obligé de faire appel aux acteurs internationaux pour l'aider à effectivement promouvoir tous ces droits fondamentaux. Et ces acteurs internationaux vont donc injecter de l'argent dans l'économie nationale afin, n'est-ce pas, de développer cette économie. Or, ce sont des belles idées. Le chef de l'État, c'est son travail, c'est son rôle qui est de garantir un État solidaire, un État social, qui respecte les droits des citoyens. Mais lorsque nous essayons donc de faire ces bilans d'un an, moi j'ai plusieurs fois été invité sur différentes télés. J'ai dit que la première année de l'exercice des fonctions du président de la République est subdivisée en deux. La première phase a été beaucoup plus implémentée, sinon les ressources ont été beaucoup plus mises dans le cadre de la mise en place des institutions de la République, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale et tout autre, et puis les institutions constitutionnalisées, pour sortir du Tchad de la transition. Tout à fait. La deuxième phase a commencé surtout avec la mise en place du deuxième gouvernement de l'ambassadeur à l'Allemagne. Oui. Et ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir implémenter une politique de solidarité qui permettrait au Tchad, ou encore qui nous permettrait de faire un bilan qui soit positif ou négatif. Il est tôt d'apporter un jugement de valeur sur ces questions-là. Mais déjà, on doit savoir qu'il y a l'État, pendant ce moment-là, a fourni des efforts qui sont ceux d'injecter de l'argent dans des organisations qui permettraient, pas à tous les citoyens, d'avoir un travail à la fonction publique, mais de se créer. De se créer, de s'auto-employer. Mais nous avons un gros souci, celui du détournement des biens, celui du détournement des politiques publiques. Les politiques publiques sont définies.
l'État injecte de l'argent dans les organisations pour pouvoir donc permettre à la jeunesse de s'auto-employer à travers des projets de développement qui peuvent être des projets de développement agricole, des projets de maraîchage, et tout ce qui est important, qui permettrait aux jeunes de créer un emploi, est complètement dévié de son objectif. Au lieu que cet argent qui est investi, qui est injecté par le gouvernement afin de permettre aux jeunes de se créer, ces ressources sont plutôt utilisées par ceux qui ont la charge de gérer ces organisations. Et finalement, l'objectif du chef de l'État, qui est celui de transformer notre société en une société solidaire, qui permettrait à chacun de s'auto-employer, qui permettrait à chacun d'affirmer, de s'affirmer dans ses droits, sont complètement biaisés. Il va donc falloir une remise en question de la chose, il va falloir une reformulation de la chose, et qu'il y ait une prise de conscience de ceux qui gèrent ces ressources de l'État. Parce qu'il n'est pas intéressant que l'État injecte de l'argent et que l'objectif poursuivi ne soit pas atteint. Oui. Et que nous demeurions toujours dans cette situation de précarité. Et je pense que le chef de l'État, dans son programme politique, voudrait sortir le Tchad de cette précarité. Mais s'il y a des individus qui profitent de leur position bureaucratique, on va le dire. Docteur, ce que vous dites est intéressant et cela m'amène donc à vous poser la question suivante. Il y a la volonté effectivement du gouvernement qui met en place donc ces moyens. Vous parlez de détournement, qui, selon vous, c'est ceux qui gèrent qui détournent. Exactement. Mais aujourd'hui, ceux qui gèrent, c'est lesquels? Ce sont les responsables des associations, à moins que je me trompe. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité des jeunes eux-mêmes en ce qui concerne l'argent que le gouvernement a cette bonne volonté de mettre à leur disposition? Il y a deux responsabilités. Oui. La première, c'est celle de ceux qui gèrent effectivement cet argent. Moi, vous avez le directeur général de la solidarité qui est là, il va vous dire effectivement qui sont ceux qui gèrent cet argent. Ce sont ceux-là qui sont chargés de valider les projets des jeunes. Et s'ils valident les projets et que finalement les jeunes n'ont pas cet argent, où va cet argent? Et ça, c'est une première responsabilité, c'est à ceux qui gèrent ces ressources d'État. Deuxième responsabilité, c'est à la jeunesse, ceux qui reçoivent cet argent. Qu'est-ce qu'ils en font? Oui. Ils n'en font, on ne va pas dire tous, oui. Certains n'en font absolument rien. Lorsqu'ils prennent cet argent, au lieu de réaliser l'objectif pour lequel cet argent a été donné, ils en font autre chose. Soit ils s'achètent des engins pour circuler comme ils le veulent, soit ils le dépensent inutilement, peut-être dans le débit des boissons et autres. Et lorsque vient l'évaluation de ces projets, puisque en amont, il y a déjà une corruption qui est gangrène, parce que c'est pas fortuit qu'on donne ces projets-là. Lorsque vous déposez les projets sont ficelés. C'est toujours le fameux 10% qui... Voilà. Et lorsque les 10% sont en jeu, c'est fini. L'évaluation, quand elle arrive, elle n'aboutit pas. Elle va toujours aboutir sur le mensonge. Et c'est l'État qui aura perdu. Tout à fait. Parce qu'il injecte des moyens pour que les gens sortent de leur précarité, sortent de leur misère. Ces gens continuent donc par utiliser ces moyens et se maintiennent dans leur position de pauvreté. Et du coup, on dit que c'est l'État qui ne fait rien. Pourtant, il y a une responsabilité partagée, celle du suivi de cet argent. Par l'État lui-même, parce qu'il injecte, il doit suivre cet argent. Il doit suivre l'impact social de cet argent. Et ce suivi doit être fait par un organe externe du gouvernement qui sera en mesure de dire la vérité sur ce qui se passe au fond. Mais si on confie encore cette responsabilité de suivi aux membres de l'État lui-même, il va y avoir un flou. Et finalement, on va toujours rester dans cette position ancienne qui est celle de réclamer, et de ne aboutir à rien. Tout à fait. Voilà. Madame, je reviens à vous. Ce que Dr Adamou vient de dire est très intéressant. Aujourd'hui, parmi les jeunes, il y a également des femmes qui bénéficient de ce fonds que l'État met à la disposition de la population ou bien de la communauté. Et qu'en est-il concrètement sur le terrain?
Alors, peut-être avant de venir à la question, j'aimerais souligner un aspect, parce que dans l'intervention du docteur, j'ai compris qu'il est vrai, c'est très tôt, parce que nous sommes juste à 1 an, alors qu'il faut 5 ans peut-être pour pouvoir évaluer efficacement les actions menées. Mais moi, déjà, de façon globale, je me dis que c'est réconfortant. C'est réconfortant, pourquoi? Parce que d'abord, il y a cette forte volonté politique. Et vous savez, nous sommes dans un contexte où il y a plusieurs facteurs qui exacerbent certaines situations. Déjà, nous faisons face aux effets du changement climatique qui aggravent davantage les conditions socio-économiques de vie de nos populations. Nous sommes entourés également par des pays qui sont en conflit et donc nous accueillons beaucoup de réfugiés dans notre pays et je pense que le DG ne me dira pas le contraire. Et donc il y a beaucoup de facteurs, que ce soit conjoncturels ou structurels, qui exacerbent certaines conditions de vie. Et donc je pense que de façon globale déjà, on peut se dire qu'il y a eu des avancées, même si ce sont des avancées perfectibles. Il y a eu des avancées de façon globale en matière de solidarité. Maintenant, pour revenir à la question, c'est vrai, les femmes ont reçu des financements. Elles sont accompagnées également par des matériels, parce que nous, à notre niveau, nous faisons un peu un accompagnement holistique des femmes et des jeunes filles. Et donc, la plupart de ces femmes bénéficiaires ont pu développer des activités dont les revenus ont contribué à l'amélioration des conditions de vie dans les ménages. Ça a permis également à la plupart d'entre elles d'être autonomes. Ça, c'est déjà parce que il l'a dit, hein, mais la question du suivi, elle est très intéressante. Mais nous accompagnons toujours nos actions par le suivi, parce que sans suivi, nous n'aurons pas des résultats. Hein. Et si aujourd'hui nous arrivons à dire, par exemple, qu'il y a eu des changements, c'est parce qu'il y a eu du suivi et des évaluations. Mais comme il l'a souligné, nous ne devons pas perdre de vue cette question du temps, hein, parce que c'est encore très tôt. Il l'a dit, hein, c'est juste une partie de cette période-là a été consacrée à la mise en place des institutions de la République. Et donc, je pense que globalement, pour ce qui me concerne, il y a eu vraiment des avancées. Tout à fait. Ouais. Monsieur le directeur, je reviens vers vous. Vous êtes souvent sur le terrain. Elle a parlé des réfugiés, des retournés également, nos compatriotes qui vivent dans d'autres pays et qui aujourd'hui regagnent le territoire national. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement sur le terrain? Est-ce que dans ce sens, le renforcement des liens entre les citoyens et les communautés, est-ce que cela s'est fait effectivement sur le terrain? Ok, bon, merci. Permettez-moi, avant de tomber exactement dans le sujet, il faudrait que vous soyez mis à l'évidence de comprendre que le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, il est créé exactement le 2 janvier 2024 par le décret numéro 004/PM du 2 janvier 2024. Ce département, pourquoi il a été uniquement créé? Vous savez, le Tchad, comme elle l'a dit, c'est un pays de l'Afrique centrale qui est entouré des pays qui sont en perpétuelle guerre. Et le Tchad accueille sur le plan mondial, il est placé en 5e rang sur le plan mondial en termes d'accueil des réfugiés. Maintenant, sur le plan africain, en Afrique centrale, le Tchad, il est premier en termes d'accueil. Et il faut souligner que durant une année, le Tchad est marqué par plusieurs causes, crises, notamment les inondations. D'abord les inondations, l'afflux massif des réfugiés, et aussi nous avons en juin, le 19 juin, où nous avons vécu l'explosion de la poudrière. Et donc,
toutes ces questions ont affecté le pays, mais qu'est-ce qui a été fait exactement? Qu'est-ce qui a été fait exactement pour faire face à ces crises? D'abord, il faut souligner que le bilan social a été très positif. Parce que d'abord, il y a un mécanisme qui a été mis en place. Je voudrais parler de l'ONASA, Office national de la sécurité alimentaire, d'où nous avons été intervenus pour apporter une assistance aux personnes affectées par les inondations à travers l'ONASA, où 332 400 une personne, ménages ont été servis en termes d'assistance en vivre. Au-delà de ça, le gouvernement a alloué un fonds dédié, le Fonds national de solidarité et de soutien aux couches vulnérables. Et ce fonds nous a permis aussi, durant une année, où nous avons apporté assistance aux victimes des inondations. Et il faut souligner que le ministère a aussi pour mission de coordonner toutes les actions en matière d'action sociale, de solidarité et des affaires humanitaires, c'est-à-dire toutes les actions qui sont menées par les agences des Nations Unies en matière d'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. C'est le ministère qui a la responsabilité et la mission de coordonner toutes ces actions et rendre compte qui est des droits. Et donc, il faut souligner que le bilan a été très positif. Mais, comme elle l'a dit, pour une année, c'est très difficile de comprendre déjà que le maréchal du Tchad, qui veut, vaille que vaille, faire du Tchad un État solidaire pour tous, où il voudrait que tous les Tchadiens mènent une vie aisée, que certains Tchadiens ne soient pas mis à la marge de la société. Et donc, c'est très tôt d'évaluer, mais il faut souligner que les avancées durant une année sont vraiment significatives socialement. Tout à l'heure, le docteur l'a dit, est-ce que l'État est solidaire vis-à-vis de la jeunesse? Et quelle est la responsabilité de la jeunesse? Ça, c'est très important. Le fait que l'État mette en place un mécanisme de lutte contre le chômage, c'est déjà la solidarité. Il l'a si bien dit. Vous savez, c'est très difficile. Au ministère de la Jeunesse, par exemple, il y a une question de 50 000 emplois où l'État a mis suffisamment de moyens. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat de ces moyens colossaux qui sont mis à la disposition de la jeunesse? Tout à l'heure, il a souligné une question très importante. Vous savez, tu peux monter un projet, tu peux présenter un projet porteur à un montant de 5 millions, mais quand l'État te débourse les 5 millions, est-ce que effectivement ces 5 millions iront là où ils doivent aller? C'est ça aussi la question. Vous savez, et quel est le résultat de ces 5 millions? Tout de suite, quand le jeune bénéficiaire de 5 millions, une fois entré en possession de cet argent, d'abord la première question qui arrive dans sa tête, est-ce que les 5 millions, si je peux prendre 2 millions, ça peut m'apporter une Corolla? Vous voyez? Soit si je peux aller à Douala, je peux aller en Égypte, ça peut me permettre de faire un voyage, soit il va dire je peux faire une dot de ma femme. Ouais, et donc, comment on peut avoir un résultat? Ça, il faut situer la responsabilité. Donc, et il faut comprendre aussi que ce que l'État fait n'est pas une prise en charge, c'est une assistance en termes de lutte contre le chômage. Donc, l'État fait sa part, mais il faudrait aussi que la jeunesse comprenne sa responsabilité. Donc, les efforts, l'État fait beaucoup d'efforts, mais quelle est la contribution de la jeunesse? Parce que aujourd'hui, l'État ne peut pas, en termes d'emploi, ne peut pas donner de travail à toute la jeunesse diplômée. C'est ça aussi la question. Parce que le budget, l'État ne vit que des contribuables. L'argent qui vient des contribuables. Maintenant, si l'État qui n'arrive pas
à sauver la jeunesse en termes d'emploi, mais il est obligé de mettre un autre mécanisme qui lui permet de faire face à ce chômage-là. Mais il faudrait aussi que la jeunesse comprenne cela. Donc c'est une question quotidienne que nous vivons, mais la responsabilité incombe beaucoup plus de la jeunesse. Donc moi je crois que la question de la solidarité, comme le maréchal envisage, il ambitionne faire du Tchad un État solidaire. D'ailleurs aujourd'hui, le Tchad c'est une république sociale. La solidarité, elle est nationale. Vous allez voir que le Tchad c'est un pays hospitalier. Aujourd'hui, si nous devions parler de la solidarité, une action humanitaire, une maman dans sa maison où durant toute une nuit, l'enfant pleure, mais une bonne maman, un petit matin, elle sort pour aller chez la voisine, elle va toucher le corps de l'enfant, elle va dire, oh, mais l'enfant chauffe, qu'est-ce qui ne va pas? Elle va soupçonner le palu. Mais une bonne femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir chez elle, aller vérifier dans sa boîte de Nivaquine, elle prend une Nivaquine, elle vient, elle écrase, elle donne à l'enfant, elle bloque la fièvre typhoïde, mais elle n'a pas la fièvre plutôt. Mais elle n'a pas résolu le problème. Ouais, ça c'est une assistance, c'est une action humanitaire. Mais ça permet simplement aux parents d'amener l'enfant à l'hôpital afin de résoudre le problème de palu. Ouais, donc je crois que la question de la solidarité, elle est à tous les niveaux. Et donc, mais comment nous pouvons... L'État, il est garant. Aujourd'hui, le chef de l'État, il est garant de la solidarité. Mais est-ce que la solidarité, elle est nationale? Est-ce que les Tchadiens vivent ensemble? Est-ce que les Tchadiens s'acceptent de vivre, quelle qu'en soit leur appartenance? Ouais, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Ça, ce sont des questions qui sont très importantes, qu'il faut discuter, qu'il faut arriver à vraiment trouver une solution. Sinon, on ne parlera pas de développement. C'est très important et la responsabilité est à tous les niveaux. Donc, voilà. Directeur, je reste avec vous. Le chef de l'État le dit. Il y a donc sur son mandat les 12 chantiers, c'est réparti donc en 100 actions. Et action numéro 21, le chef de l'État dit ceci: je mettrai en place un fonds de solidarité nationale visant à soutenir les populations les plus vulnérables et à répondre aux besoins urgents en matière de santé, éducation, de logement et d'emploi. Alors, vous nous dites tout à l'heure que cela a été effectivement traduit en acte, ce fonds-là qui est déjà mis en place. Je veux comprendre comment se fait donc la gestion de ce fonds. Est-ce que c'est le ministère de la Solidarité, dont vous êtes le directeur général, qui gère ce fonds, ou bien il y a une autre organisation? Il a parlé de détournement tout à l'heure, et c'est ça ma préoccupation. Qui gère concrètement ce fonds? Ok, merci, c'est une très belle question. Le président a traduit en acte sa promesse qui est de mettre en place un fonds qui s'appelle le Fonds national de solidarité et de soutien aux couches vulnérables. Ce qu'il faut comprendre, le ministère n'a qu'une année de naissance. Et donc, ce fonds, tout à l'heure, je l'ai dit dans mon intervention que durant toute une année, le Tchad est marqué par des inondations où nous avons utilisé ce fonds pour les achats des non-vivres, des vivres pour assister les sinistrés. Ça, ce sont des situations qui sont exceptionnelles. Mais ce fonds consiste à soutenir les couches vulnérables, notamment les personnes vivant avec le handicap, les veuves, les personnes de troisième âge, les enfants séparés de leurs parents. Donc, voilà les couches qui doivent bénéficier de ce fonds. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'aujourd'hui, la question de la vulnérabilité, ce n'est pas seulement les personnes vivant avec le handicap, ce n'est pas seulement les personnes de troisième âge, ce ne sont pas seulement les femmes, les veuves, non plus les enfants séparés de leurs parents. Mais quand quelqu'un est diplômé et qu'il n'a pas d'emploi, il est vulnérable. Il est vulnérable dans ce sens qu'il n'a pas de revenus qui lui permettent de se prendre en charge. Mais comment sortir ceux qui sont vulnérables et de leur situation. Voilà, de leur situation. Et donc, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle la réinsertion socio-économique. Identifier les jeunes, identifier les femmes,
Ça, c'est une question de transversalité. Oui. On le fera avec le ministère de la Femme. Les former, les accompagner, afin qu'ils sortent de la vulnérabilité. Et que ces gens peuvent même participer au développement. Tout à l'heure, comme elle a parlé des activités génératrices de revenus, des AGR. Et donc, ces jeunes ou les femmes peuvent valablement participer au développement de leur pays si nous arrivons à vraiment concrétiser ces mécanismes que nous avons déjà dans notre plan d'action pour l'année 2025. Et donc, je crois que progressivement, nous sommes en train de voir comment on peut pas régler le problème en tant que tel, mais réduire la vulnérabilité en tant que telle. Docteur Adbamou, je reviens à vous tout à l'heure. Permettez que je revienne vers Madame Noura. Que question de nous permettre de comprendre effectivement ce qui se fait sur le terrain. Je sais déjà qu'au niveau de la Maison de la Femme, il y a des formations dans divers métiers qui se font à l'intention des femmes. Je ne sais pas, comment est-ce que vous avez procédé à la sélection de ces femmes? Il a dit tout à l'heure, par exemple, un jeune qui n'a pas d'emploi est vulnérable. Maintenant, comment est-ce que détecter ce jeune et l'aider effectivement? C'est peut-être cela un travail qui reste à faire, mais vous déjà, vous êtes en train de le faire. Comment est-ce que vous avez pu sélectionner ces femmes? Est-ce que c'est à travers toutes les associations, toutes les organisations de femmes que vous êtes en train de le faire? Et l'autre volet de ma question, c'est de savoir qui finance effectivement ce que vous faites. Peut-être à la longue, et comme il l'a dit, vous allez travailler en collaboration. Peut-être ce fonds vous permettra également de booster un peu ce que vous êtes en train de faire. Mais pour le moment, comment ça se fait concrètement? Alors, nos formations sont diversifiées, c'est vrai. Et les critères de sélection, parce que nous, le ministère de la Femme est là d'abord pour appuyer toutes les femmes, sans distinction. Il n'y a pas de discrimination. Mais parmi ces femmes, il y a les plus nécessiteuses. Nous avons par exemple les femmes survivantes des violences basées sur le genre. Voilà, c'est-à-dire les victimes que nous appelons survivantes, que nous formons, que nous réinsérons dans la société. Et ça fait partie de nos volets de prise en charge holistique. Nous avons également des jeunes filles en quête d'emploi et qui veulent se faire former. Alors nous avons formé les jeunes filles et les femmes en couture, en hôtellerie, en pâtisserie, voilà, donc même en transformation de produits locaux. Et nous avons pu aujourd'hui, dans certains hôtels et restaurants de la ville, nous avons pu insérer des jeunes filles qui travaillent dans ces structures. Mais nous faisons également des formations d'ensemble lors de nos activités, les activités commémoratives que nous menons chaque année, comme la Sénafête. Nous nous formons la journée de la femme rurale, où nous formons un ensemble de femmes, surtout les femmes des zones reculées, que nous formons par rapport aux réalités du terrain et par rapport également à leurs besoins. Nous formons et qu'après nous les accompagnons avec des kits d'installation. Et donc, c'est un peu globalement comment nous faisons la formation et la réinsertion des femmes. Et vous faites le suivi après, parce que docteur... Oui. Nous faisons le suivi. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, nous avons au passage un programme également qu'on appelle Programme national d'autonomisation socio-économique des femmes. Et à travers ce programme, nous aidons également les femmes à être autonomes. Et partenaires, nous avons plusieurs partenaires, surtout qui nous accompagnent dans ce domaine. Nous avons le projet Suède. Nous avons CARE International. Récemment, nous avons ensemble créé plus de 2000 associations villageoises d'épargne et de crédit que nous avons formées et que certains ont reçu également des financements. Ça entre aussi dans ce cadre d'autonomisation de la femme qui fait partie également des actions du chantier 5, le chef de l'État. Et donc, nous avons aussi les agences du système des Nations Unies qui nous appuient, comme le PNUD de l'UNFPA, qui nous appuie, et bien d'autres partenaires. Voilà.
Docteur, je reviens à présent à vous. Ça, c'est ce qui se fait sur le terrain, que ce soit dans le domaine de solidarité et également l'intention des femmes. Vous, l'intérêt que nous avons ce soir de vous avoir sur le plateau, c'est de tirer de vous, en tant qu'enseignant-chercheur, peut-être des orientations, des conseils pour permettre donc à ces deux acteurs de vraiment traduire dans les faits tout ce qu'ils sont en train de faire et qui entre effectivement dans le cadre de la traduction ou encore de tout ce qui s'est fait dans le mandat du président de la République. Okay. Merci de me donner ce temps de dire quelque chose par rapport au développement du directeur général et de la directrice. Je pense que c'est, comme ils l'ont dit, il y a une avancée et qu'il faut saluer. Il y a de l'argent qui est injecté, il faut saluer. Mon problème, c'est de savoir qu'il y a finalement une dispersion en les écoutant. Je me rends compte qu'il y a dispersion de ressources. Pourquoi? Parce que là, à ma gauche, il y a un fonds de solidarité qui est créé. En face de moi, il y a un fonds pour Programme national d'autonomisation de la femme qui est créé. Il y a un autre fonds qu'on appelle ONAP. C'est un fonds ça, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'emploi, oui. Un fonds de l'emploi. Oui. Et un autre, ONAGES, qui a aussi un fonds. Il y a victime de suppression. C'est déjà parti. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre fonds au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports? Bon, il y a ce qu'on appelle 50 000 emplois. 50 000 emplois, c'est un fonds. C'est un fonds. Alors, donc, vous vous rendrez compte que l'État est en train de disperser ses ressources pour un même objectif, qui est celui d'aboutir à créer les emplois, à permettre aux citoyens de se créer, de vivre selon leur mode, selon leur production. Parce que l'État à lui seul ne peut pas tout employer. Mais quand j'essaie de voir cette situation, je me dis que finalement, est-ce que ces fonds ne seront pas en train de faire la même chose? Est-ce que les personnes qui reçoivent des financements de ces différents fonds ne seront pas amenées à recevoir plusieurs fois de fonds? Est-ce que cela ne ferait pas une entorse pour les autres? Je vais vous expliquer. Au niveau du fonds de la solidarité, vous avez tout de suite soulevé les questions d'inondation lorsqu'il y a des crises qui se font. Vous intervenez pour résoudre ces situations. Il y a les sinistrés qui en bénéficient, il y a des retournés qui en bénéficient, il y a comment vous appelez ça, des immigrants qui rentrent de la Centrafrique, du Soudan et autres, qui en bénéficient. Il en va de même pour le fonds de la femme. Le programme national fait la même chose. Pour les femmes qui sont retournées, vous intervenez, le ministère intervient, les organisations internationales interviennent. Est-ce que finalement, il n'y a pas une dispersion de ces fonds? Cela m'amène à dire que l'État devrait plutôt avoir un seul fonds. Parce qu'il s'agit des droits fondamentaux des citoyens. L'État devrait créer un seul fonds et, je ne sais pas le nom, je ne peux pas donner un nom, mais avoir un fonds, un seul fonds, réunir tous ces moyens-là autour d'une organisation, peu importe le nom, et mobiliser des divisions. Division chargée de la femme, division chargée des personnes vulnérables qu'il faut catégoriser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des personnes, comment on appelle ça? Handicapés, des malvoyants, ainsi de suite. Et le niveau, la division de la femme va s'occuper peut-être des femmes veuves, des femmes qui ont été victimes de certaines violences, qui peut-être victimes d'une incapacité, ainsi de suite. Et un fonds qui sera donc disposé à accompagner les jeunes dans la création d'emplois. Là, au moins, on aura un regard. L'État sera à mesure de savoir où va son argent,
est-ce qu'il y a un impact? De ce point de vue, chaque division s'occupera à suivre, à faire des suivis, afin de voir si effectivement il y a des réalisations concrètes sur le terrain. Mais sinon, aujourd'hui, l'ONAP finance les projets des jeunes pour leur permettre de créer l'emploi. Le ministère de la Solidarité finance des projets, je ne sais pas si c'est le cas, pour créer de l'emploi. Le ministère de la Femme finance des projets pour créer de l'emploi. Mais on a toujours vu qu'il y a des jeunes qui continuent toujours par chercher de l'emploi. Et on a toujours vu des jeunes qui ne parviennent pas à joindre le bout, simplement parce qu'il y a une dispersion de ces ressources, il n'y a pas une, on va dire, une vision commune de la chose. Et lorsque la directrice me dit que ces fonds au niveau de la femme, moi j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux où ils ont distribué des brouettes et des pelles qui démontrent qu'ils ont donné du matériel aux femmes pour pouvoir s'auto-employer, comme vous le dites. Ou bien s'insérer dans la vie. C'est vrai. Mais finalement, est-ce que sur le plan national, cela est démise? Est-ce que vous ne ciblez pas simplement certains endroits priorisés? Parce que le problème du Tchad, au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques, il y a ce qu'on appelle le détournement des politiques publiques. J'ai fait la différence entre détournement des ressources et détournement des politiques publiques. Le détournement des ressources et le détournement des politiques publiques sont deux choses différentes. C'est quoi le détournement des politiques publiques? Une politique publique, elle est formulée pour résoudre une situation précise dans un endroit bien précis. Je prends un exemple. Il y a une vulnérabilité, par exemple à Bangor. L'État décide de mobiliser ses ressources afin de résoudre cette situation à Bangor. Mais il va y avoir des personnes influentes dans l'organisation qui vont décider d'envoyer ces ressources à Guérédin, par exemple. Voilà, on a détourné ces politiques publiques qui est destinées à Bangor pour être implémentées à Guérédin, là où le besoin n'avait pas été prévu. Est-ce que ce n'est pas de cette manière, je ne sais pas, que les ressources se gèrent? Est-ce que les politiques publiques de la solidarité, de l'autonomisation de la femme, de l'emploi des jeunes, n'est-il pas, ou bien ne sont-ils pas détournés de leur objectif pour être envoyés ailleurs? Ce qui fait que dans certains endroits du pays, il y a plus d'argent qui est injecté, moins d'impact, parce que les gens prennent cet argent, ils n'en font absolument rien, on ne contrôle pas. Alors que dans d'autres provinces de la République, les gens attendent des projets, les gens attendent des financements, ils ne reçoivent pas. Est-ce à ne pas se poser des questions sur l'objectif de la solidarité nationale? Est-ce à ne pas se poser des questions sur la création d'emplois? Est-ce à ne pas de poser des questions sur l'autonomisation de la femme? Si vous voulez, comme vous me demandez de proposer des stratégies, tout à fait. C'est effectivement, quand je parlais de l'évaluation, l'évaluation, ce n'est pas simplement de voir est-ce que l'objectif a été atteint, c'est de savoir si ces politiques publiques qui ont été formulées et décidées pour un endroit bien précis, a-t-il été atteint? Est-ce que ça n'a pas été détourné? Ce n'est pas seulement le fonds qui est détourné, mais les politiques publiques elles-mêmes sont détournées de leur objectif, de l'endroit où ils ont été prévus. Ça y est? Ça y est. Très bien. Voilà, je vois que le directeur veut donc dire quelque chose. Apparemment, vous êtes un peu touché. Allez-y. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les avis du docteur. Il a parfaitement raison, hein, mais je voudrais apporter une lumière sur la question de la structure générale du gouvernement qui fait la répartition des prérogatives. Mais dans les prérogatives, il y a ce qu'on appelle la question de transversalité.
quand vous prenez le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, qu'est-ce que ce ministère fait? Quand on parle de la solidarité, nous mettons en œuvre la question de la solidarité du gouvernement en faisant quoi? C'est la promotion de la cohésion sociale et de l'entraide. Au niveau du ministère de la Femme, le ministère de la Femme est là pour la question de l'autonomisation de la femme et s'occuper aussi de la question de lutte contre la violence basée sur le genre. Et aussi la question de la protection de la petite enfance. Maintenant, quand on parle de la femme, tout à l'heure, j'avais dit que le ministère de l'Action sociale s'occupe aussi des veuves. Ce sont des femmes. Les veuves font partie des couches vulnérables. Mais le ministère de la femme, quel est son rôle, quelle est sa mission vis-à-vis de la femme, de la veuve? Elle trouve que c'est normal d'autonomiser cette femme que de la laisser continuer dans la vulnérabilité. Aussi, au niveau de la solidarité, au niveau de l'action sociale, nous trouvons aussi que de continuer à nourrir cette femme, il faudrait qu'on l'amène à se nourrir. C'est de la sortie aussi de la vulnérabilité. Mais cette question, elle n'est pas éternelle. Par contre, au niveau du ministère de la Femme, elle est éternelle, cette question. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas une question qui est éternelle. Si nous allons pour la question de la transversalité, si on peut dire que chaque ministère fait le travail de chaque ministère et qu'au vu de ça, il faut fusionner. Mais on risquerait de fusionner tous les ministères. Parce que quand vous prenez le ministère de la Santé, par exemple, on vous dit, arrivez à l'hôpital, tous les premiers soins sont gratuits. C'est de la solidarité. Vous voyez un peu? Et au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, nous faisons aussi ce qu'on appelle assistance médicale. Ce n'est pas une prise en charge, mais nous faisons ce qu'on appelle une assistance médicale. Une personne, une couche vulnérable qui a... Je reviens. Je fais une mise au point. Je voudrais réagir. Oui. Juste pour situer le débat. Oui. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut fusionner les ministères. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est d'avoir un contrôle sur les différents fonds qui sont implantés un peu partout. Il n'a pas parlé de fusionner. Chaque ministère, il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir... pour la question de la transparence et de la bonne gestion. Oui, moi je pense que le point clé ici que le docteur a soulevé, peut-être, c'est que c'est la question de la coordination des actions. Exactement. Voilà, donc c'est la question de la coordination. Sinon, le DG l'a dit. Est-ce qu'il y a la structure générale du gouvernement qui définit les tâches de chaque ministère, les prérogatives de chaque ministère? Et il y a cette question de la multisectorialité. Voilà, parce qu'il y a des questions qui ne pourraient pas être traitées par une seule institution, une seule structure. Comme la question de la violence basée sur le genre. Il y a un ministère qui est le lead dans le domaine, mais qu'il y a d'autres qui l'accompagnent. Et c'est pour cela que nous, dans ce domaine-là, ça c'est juste une parenthèse, dans ce domaine, nous avons un protocole d'accord. Entre notre ministère, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Éducation. Vous comprenez que, voilà, et puis les agences du système des Nations Unies. Et cette question ne pourra pas être traitée seulement au niveau du ministère. Maintenant, et dans ce cadre-là, parce que je veux souligner la question de la coordination des actions, dans ce cadre de la lutte, par exemple, c'est un exemple pour mieux vraiment appuyer, faire comprendre au docteur, nous avons créé une coordination nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, qui a également ce démembrement dans les provinces. Dans les 23 provinces. Donc ça nous permet de mieux coordonner, de mieux coordonner les actions. Maintenant, la question qui se pose actuellement, ce n'est pas la question de qui fait quoi et qu'on est en train de faire, par exemple, des actions diverses, en tout cas en dispersion. Mais c'est la question de la coordination. C'est dire que, est-ce que la coordination des actions ne manque pas? Parce que la question très importante que vous avez souligné, c'est que est-ce qu'il ne s'agit pas des mêmes bénéficiaires qui reçoivent, par exemple, des fonds ou d'appui de toutes les institutions qui interviennent sur le terrain?
Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi nous avons également dans nos activités de l'an 1 pu organiser les femmes au niveau national jusqu'au démembrement dans les provinces à travers la mise en place du cadre national de concertation des femmes vivant en milieu rural qui organise toutes les femmes et qui a également ce démembrement dans les provinces. Comment toutes les organisations féminines sont mises en réseau et comment les appuis peuvent être donnés à l'ensemble des femmes au niveau national, pour qu'on n'ait pas des questions de doublons, pour qu'on n'ait pas des questions d'injustice. Les femmes de telle localité ont reçu, les autres non. Et donc, ça, c'est l'une des actions phares. Et parlant aussi, parce que dans son intervention, il a parlé de la question de détournement de politiques publiques. Vous savez, les politiques publiques sont faites sur la base des réalités. En fait, c'est des planifications. Et quand on dit planification, c'est au vu des réalités du terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude ou une analyse qui a été faite et c'est sur la base de ces besoins qu'on fait les politiques publiques. Et donc, nous, par exemple, quand vous avez dit, par exemple, qu'on donne des matériels d'allègement de tâches et autres aux femmes de certaines localités, je pense que ça, c'est à travers nos activités commémoratives où nous réalisons, où nous menons des activités de façon rotative dans les provinces. Et ça, nous faisons le tour des provinces. Chaque année, voilà, nous identifions une province où nous menons des activités. Et là, il y a une mission qui descend sur le terrain pour échanger avec les femmes, pour recevoir leurs besoins. Et c'est au vu de ces besoins, identifier les recommandations des femmes, que les actions sont également posées. Et donc, je pense que c'est très important ce que vous avez souligné, mais moi, à mon avis, c'est la question de coordination peut-être qui manque. Vous savez, je pense qu'on est en train de dire des choses que moi je n'ai pas dites. Je suis très clair. Vous me posez la question de savoir quelles sont les stratégies que l'on pourrait mobiliser pour permettre donc qu'il y ait une coordination effectivement des fonds et non des ministères. Vous êtes en train de parler des structures. Je n'ai pas soulevé la question des structures. J'ai parlé des fonds. Il y a un fonds de solidarité nationale, il y a un fonds pour la femme, il y a un fonds de l'emploi de la jeunesse, il y a un autre fonds au ministère de jeunesse et des sports. Tout cela pourquoi? Pour aboutir à un objectif commun, celui de la solidarité, qui est celle de créer de l'emploi, de permettre aux gens de s'auto-employer et de se créer, si vous voulez. Alors, se créer, c'est bien entendu recevoir des fonds d'une structure quelconque. Et là, on se rend compte que toutes ces structures font le même travail. Et ils ont ces différents fonds. Et bien entendu, le problème de la coordination va se poser. Et cette coordination, elle n'est pas encore mise en place. Et c'est pourquoi je disais que tant que cette coordination n'est pas mise en place, c'est une stratégie que j'ai proposée. Tant que cette coordination n'est pas mise en place, les personnes qui ont bénéficié des projets ont déjà, certains ont pu en avoir plusieurs. Et l'objectif, qui est celui, n'est-ce pas, de résoudre la situation sociale de tous les Tchadiens, ne sera pas atteint. Parce que les mêmes personnes recevront plusieurs fois du fonds de l'État, alors que l'objectif, ce n'est pas celui de donner à une même personne ces fonds-là. Donc, il va y avoir des personnes qui auront plus que d'autres. Et ça va causer l'injustice, comme vous l'avez dit. Ça va causer les soulèvements. Parce qu'à chaque fois qu'on reviendra, les mêmes associations qui ont été ciblées recevront de l'argent, d'autres n'en recevront pas. Parce qu'ils ont été déjà... on va dire, adoubés par une organisation qui va dire, bon, nous, dans telle région, nous avons déjà des associations qui sont ciblées, vous pouvez les retrouver et vous pouvez les financer. Ça va être une influence d'une institution dans une autre, ou encore être une sollicitation d'une institution pour une autre. C'est pourquoi je propose que les structures vont rester. Mais les fonds doivent être coordonnés en commun pour que chaque structure puisse aller puiser dans ce fonds-là pour pouvoir réaliser ses activités et qu'il y ait une traçabilité dans ce fonds pour que les noms de ces personnes ne reviennent pas deux fois. Quand les noms de ces personnes reviendraient deux fois, on saura que non, ces personnes ont été financées pour le ministère de l'Action, pour le ministère de la Femme, ces personnes ont été financées. Pour le ministère de la Solidarité, ces personnes ont été financées. Pour l'ONAPE, ces personnes ont été financées. Là, l'État aura la traçabilité. Chaque ministère saura que je suis en train de faire un travail conséquent.
Eh bien, pour vous compléter, docteur, aujourd'hui, par exemple, Madame Noura, si on prend une jeune fille qui bénéficie, par exemple, d'une session de formation au niveau de votre ministère ou bien au niveau de Maison de la Femme et qui est accompagnée par des kits et qui s'insère dans la vie active, bien entendu, qu'est-ce qui l'empêcherait donc de dire, aujourd'hui, moi j'ai tel diplôme, je veux solliciter, par exemple, l'appui de l'ONAPE? Voilà. On peut toujours l'appuyer, alors qu'il y a une autre qui est en train, par exemple, de souffrir, de se chercher, alors qu'elle ne connaît pas le chemin. Et elle a déjà bénéficié, elle peut encore bénéficier encore d'autres. Alors, donc, pour lui, ça veut dire que s'il y a déjà un fonds, on peut dire, mais tel a déjà reçu, donc il faut alors maintenant mettre à la disposition des autres. Je pense que c'est un peu ça, votre préoccupation. C'est bien ça. Voilà. Et cette question de coordination, des structures au sein de l'État tchadien pose un problème. Parce qu'on veut avoir plus des institutions qui font presque la même chose. Oui. Et au finish, on n'a pas un résultat conséquent. Je vais vous donner l'exemple. Dans le gouvernement, il y a le ministère des infrastructures. Il y a le ministère comment vous appelez, le ministère de l'habitat et de l'aménagement des territoires. Ils font presque la même chose. Pourquoi? Parce que le ministère des infrastructures, il est chargé de faire quoi? De construire des infrastructures. Ces infrastructures sont lesquelles? Ça peut être les routes, ça peut être des infrastructures scolaires, universitaires, des hôpitaux et autres. L'aménagement des territoires, c'est quoi? Aménager un territoire, c'est construire les routes. Aménager un territoire, c'est construire des bâtiments de l'État, c'est construire des universités, c'est construire des centres de santé. Et là, on se pose la question, mais qui fait quoi? Est-ce que les ressources de l'État ne seraient pas à ce moment-là dispersées exactement comme on est en train de dire? Quelle sera donc la responsabilité de chacun lorsqu'il viendra le suivi? Lorsqu'on va chercher à suivre les constructions de routes, où va-t-on aller? On va aller voir le ministère des infrastructures? Il va dire non, moi je ne m'occupe pas de ça. Pour telle route, c'est le ministère de l'aménagement des territoires qui en a fait. Pour telle chose, les digues par exemple, on a confié au ministère de l'aménagement des territoires. Et les infrastructures, c'est quoi? Une digue n'est pas une infrastructure. Les routes ne sont pas des infrastructures. Donc, vous voyez qu'il y a un véritable problème de coordination. On crée simplement des ministères, on multiplie les ministères qui font presque le même travail. Et quand on va arriver à faire une évaluation concrète, on trouvera que il y a certains qui ont travaillé, d'autres n'ont pas travaillé. Certains ont travaillé à mi-chemin et d'autres n'ont pas fait. Donc il y a un véritable problème de coordination parce que les marchés publics, lorsqu'ils sont ouverts par je ne sais pas si chaque ministère qui ouvre ses marchés publics pour permettre donc aux gens de soumissionner, ou encore il y a une institution d'État des marchés publics, c'est elle qui ouvre les avis, et ainsi de suite. Donc, il faut que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'ils nous écoutent, ou encore ceux qui nous écoutent, comprennent que si on veut aboutir à un état de développement, il faudra centraliser la gestion. Il faudra assainir les fonds publics. Assainir les fonds publics, ce n'est pas simplement empêcher les détournements, c'est aussi les mettre ensemble pour pouvoir voir leur efficacité et leur impact sur la vie des citoyens tchadiens. Donc, en faisant cet exemple de ces ministères-là, vous vous rendez compte de toute évidence qu'il y a plusieurs ministères qui font le même travail, mais si on essaye de faire une évaluation, on va se rendre compte qu'il y a effectivement des problèmes qui faudra recentrer les choses. Voilà. Merci, docteur, on aura compris. Directeur, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais apporter un petit éclaircissement. Je crois que les soucis du docteur sont normaux, mais il faudrait comprendre que c'est pour des questions d'efficacité. Quand on crée des institutions, mais au sein des institutions, on trouve quelquefois les mêmes choses. Ça, j'appelle ça question de transversalité. Mais il faut comprendre que pour que le résultat soit efficacement obtenu, il faudrait qu'il ait une spécialité. Quand je prends le ministère
il y avait la solidarité. Auparavant, c'était d'abord, il y avait eu un ministère de l'action sociale, de la solidarité, mais après, on a détaché la solidarité pour attacher au ministère de la santé publique et de la solidarité nationale. Maintenant, au fil du temps, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a compris que le Tchad, nous sommes à l'ère du changement climatique. Ça, c'est la question des catastrophes naturelles et aussi la question du Tchad, où le Tchad est entouré des pays qui sont en perpétuelle guerre. Il faut avoir un département spécial qui va coordonner toutes ces actions en matière d'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires pour obtenir une réponse efficace. Sinon, on pourrait simplement laisser la solidarité au niveau de la femme, soit au niveau de la santé. Hein? Mais le travail que le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires fait, il y a une partie pour des questions de transversalité, il y a le ministère de l'Action de la Santé qui se retrouve dedans. Ouais. Il y a le ministère de la Femme qui se retrouve dedans. Par exemple, pour la question des catastrophes, s'il y a une catastrophe, il y a le ministère de la Santé qui intervient. Hein? Il y a le ministère de la Femme sur la question des VBG, par exemple. Le ministère qui intervient. Il y a le ministère de l'Agriculture qui intervient pour la question de... Vous allez citer tous les ministères, même le ministère de l'Économie. La question, ce n'est pas ça. C'est la question d'efficacité. DG, ce n'est pas la question d'efficacité. Si, docteur. Vous savez, moi je ne suis pas... Un seul corps de l'homme, un seul corps, s'il vous plaît, un seul corps humain, il y a plusieurs médecins spécialisés. Le gastrologue ne peut pas traiter comment on appelle le gastrologue, il s'occupe de la gastrologie. Hein? Et le dermatologue, il s'occupe de la dermatologie, de la maladie de la peau. Or, c'est le même corps. Donc, chacun a sa spécialité. Et c'est pour que la maladie soit normalement soignée. D'accord. Mon problème, ce n'est pas ce dont vous parlez. On va regrouper toutes les institutions parce qu'elles font le même travail, mais la coordination ne sera pas efficace. Alors, directeur, docteur, permettez qu'on marque une pause et nous allons revenir. Allons du côté de la régie. D'accord. Par rapport au mandat du maréchal, je pense qu'il y a quand même quelques améliorations. J'ai vu qu'ils ont essayé d'améliorer nos routes parce que avant, ça n'allait pas du tout. Et concernant l'éducation, ils ont quand même fourni des efforts et j'apprécie vraiment. Le mandat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, déjà pour un premier constat, les idées ont été, disons, les idées de sa politique ont été largement abordées, comme il l'a souligné beaucoup plus pendant les campagnes. Pour un premier constat, il a été à la hauteur de beaucoup de décisions auxquelles, disons, le pays doit affronter. Et pour ce qui est du côté négatif encore qu'on peut observer durant une année de son mandat, c'est que dans beaucoup de ministères clés dont tout le monde a l'espoir qu'il y aura des changements, le constat est vraiment amer parce que rien n'est fait concrètement. Déjà, il y a une nette amélioration par rapport aux anciens mandats parce qu'on réalise que ces derniers temps, il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement et c'est déjà une bonne amélioration. Mais il reste à améliorer encore plus parce que la femme a une grande importance dans la société. Si on voit ailleurs, il y a même des femmes présidentes et donc la femme doit être entendue, la voix de la femme doit être prise en compte et les femmes doivent avoir une bonne place dans ce gouvernement. Bon, il suit le pas de son père et je dis que c'est un homme qui peut nous aider à faire face à des défis comme les Boko Haram et les attaques dans les frontières. Et moi, je le remercie beaucoup qu'il est un homme et qu'il peut amener notre pays au fond et affronter les difficultés. En termes de développement socio-culturel, sportif et rural, j'ai pas vu vraiment un changement.
je n'ai pas vu quelque chose qui peut vraiment nous arranger, puisque les Tchadiens, vus du jour au jour, avec la peur, personne ne peut injecter ou personne peut faire des investissements pour faciliter la course rurale ou encore les jeunes chômeurs, ceux qui se débrouillent pour mieux faire, parce que il y a une peur éternelle. Jusqu'à là, le pays, nous vivons encore un moment de guerre, on peut le dire comme ça. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau. Ce sont là quelques-uns de nos concitoyens rencontrés ce matin à travers la ville qui donnent également leur avis sur la haine du mandat du président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby. Nos chers invités, nous allons très rapidement toucher donc l'autre axe retenu donc ce soir qui porte sur la promotion des droits de la femme et son rôle dans la société. Il est bien vrai que depuis que nous sommes en train de parler, nous avons touché également la question qui touche également la femme, mais de façon précise. Nous avons une femme ici parmi nous, honneur donc à vous, Madame Noura. Dites-nous, est-ce qu'effectivement la femme joue son rôle effectivement au sein de la société tchadienne aujourd'hui? Oui, la femme, c'est vrai, elle a beaucoup de défis. Elle a beaucoup de défis et ces défis sont fortement liés à nos pesanteurs socio-culturels. Et qui rend vraiment le rôle de la femme de plus en plus pas très visible. Mais nous avons constaté, surtout ces derniers temps, que la femme a de plus en plus de terrain pour exprimer son potentiel. Et ça, c'est grâce à la volonté politique du chef de l'État et des plus hautes autorités. Et donc, aujourd'hui, à l'entame de nos propos, nous avons souligné la question de la représentativité des femmes dans les assemblées élues, le Sénat, l'Assemblée nationale, et même dans le gouvernement, où nous avons souligné que le quota octroyé, le quota qui est de 30% a été dépassé. Ça, c'est une avancée remarquable. Et donc, la femme joue un grand rôle. Et une parenthèse, nous avons vu le rôle joué par les femmes lors du dialogue national inclusif et souverain, qui a contribué fortement à apaiser les discussions. Et donc, aujourd'hui, la femme joue un grand rôle. Ça, c'est du côté des instances de prise de décision. Mais dans la vie sociale, de façon générale, la femme joue un très grand rôle. La femme est celle qui vraiment maintient l'équilibre du foyer. Hein, ça, ce n'est pas caché. Hein, ça, qu'elle soit dans des activités formelles ou informelles, la femme joue un très grand rôle au sein de la société. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui éduque au premier plan. C'est elle qui... vraiment, la question de la vie au plus bas niveau est gérée presque par la femme. Et donc, ça, c'est vraiment une question importante qu'il faut relever. Maintenant, durant l'an 1 du président, moi je dis qu'un espace a été libéré à la femme de pouvoir vraiment exprimer son potentiel. Et nous avons aujourd'hui des femmes qui occupent, le directeur l'a souligné, qui occupent des postes de décision dans l'administration. De façon générale, il y a un nombre important de femmes, mais les défis demeurent. Et moi je voudrais, à travers ce plateau, continuer à plaider pour que le rôle de la femme soit davantage valorisé, et que la femme puisse être toujours placée au centre des questions, qu'elle puisse avoir davantage de l'espace pour pouvoir exercer ses activités, pour pouvoir contribuer au développement. Parce que vous savez, le président de la République fait de la question de la femme vraiment au centre même de ses actions. Oui. Et donc, moi, je voudrais seulement lancer un appel d'abord à nos communautés, parce que tout part de là. Tout part de là, il faut qu'on libère de l'espace à la jeune fille pour pouvoir aller à l'école comme le garçon, pour pouvoir avoir du temps comme le garçon. La femme qui travaille, que les tâches soient réparties de façon équitable entre elle et son mari, pour qu'elle puisse également avoir du temps pour exercer ses activités de l'autre côté. Et donc, il y a toutes ces questions. Donc, ça veut dire que les défis demeurent et nous devons davantage travailler pour que la femme puisse être au même niveau du point de vue des droits que l'homme.
Directeur Israël, la directrice Noura a parlé du rôle effectivement que la femme joue aujourd'hui au sein de notre société. Cependant, elle a parlé des pesanteurs socioculturelles. Vous, dans votre ministère, c'est que vous travaillez également avec des sociologues. Qu'est-ce qui s'est fait dans ce sens-là? Il faut une forte sensibilisation pour vraiment baisser un peu ces pesanteurs socioculturelles qui pèsent un peu sur la femme et qui l'empêchent vraiment de s'épanouir. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens-là pour vraiment donner à la femme sa place? Bon, tout à l'heure, j'ai cité nommément les catégories de personnes que le ministère assiste, où nous avons les veuves. Comme elle l'a dit, la femme aujourd'hui joue un rôle très important dans la société. La femme, d'abord il faut comprendre qu'initialement, quand la femme n'est pas là à la maison, vous allez sentir qu'il y a un désordre total. Vous voyez? Et l'État a compris, les plus hautes autorités ont compris, et non seulement le rôle que joue la femme dans le foyer, soit dans la société, mais la femme a la chance d'avoir la même intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Vous voyez? Et donc, les femmes aujourd'hui se démarquent à travers leur intelligence, le savoir-faire, tout ça. Et donc, je crois que nous, au niveau du ministère de l'Action sociale, nous faisons de telle sorte que la femme ait sa place. Surtout particulièrement les veuves. Comme j'ai dit que dans notre programme à venir, nous voudrions, pour la question de transversalité, voir avec le ministère de la Femme comment nous pouvons vraiment donner de la place, soit donner de la chance à la veuve ou bien à une femme vulnérable de sortir de sa vulnérabilité. Surtout celle qui a la possibilité encore de mener des activités génératrices de revenus. Et donc ça, nous avons compris que le rôle de la femme est très important dans la société et donc il faut l'accompagner dans ce sens. Donc voilà ce que je peux dire pour la question de la femme. Et voilà. Voilà. Docteur, je reviens à vous. Nous avons parlé donc au début de ce débat de la place, surtout en ce qui concerne le respect de quotas de 30% qui aujourd'hui est au-delà. Qu'est-ce qui reste? Elle a parlé également des défis que la femme doit relever. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la femme occupe vraiment sa place? Bien, la femme a sa place. La femme occupe sa place dans la société parce que tout n'est pas jouer le rôle politique, tout n'est pas de jouer le rôle dans la gestion de la chose publique. La femme occupe une place très importante dans le développement socio-économique de notre pays. S'il faut simplement sortir de N'Djamena, vous vous rendrez compte que ce sont les femmes qui se battent, qui travaillent plus que les hommes pour s'occuper de leur famille. Là, les exemples sont nombreux. Allez un peu faire des tours dans les villages, vous allez vous rendre compte que ce sont les femmes qui travaillent. Toute l'année, la femme travaille. Les hommes, ils travaillent en saison de pluie et le reste du mois, ils sont sous les arbres en train de fumer ou en train de boire, en train de discuter, en train de jouer. Mais la femme, elle travaille toute l'année parce que c'est elle qui pense que la famille aura besoin de ci, la famille aura besoin de ça. Dans d'autres contrées, ce sont les femmes même qui construisent des maisons et les hommes sont là assis en train de les observer. Donc on ne pourra pas dire que la femme n'a pas sa place. Tout ce qu'elle cherche actuellement, c'est de jouer le rôle politique, de participer à la gestion de la chose publique à un certain niveau ou bien à un certain degré de prise de décision. C'est simplement ça. Mais sinon, dire que la femme n'a pas sa place, ce serait peut-être une grosse erreur d'affirmer ainsi. Ce qui n'est pas vrai. La femme joue un rôle considérable dans la société et qu'il faut l'encourager à le faire davantage et mettre en place des mécanismes qui sont d'ailleurs déjà là. Et lorsque nous venons sur la question des violences qui sont faites à l'égard des femmes,
il y a des lois qui sont prises. Le problème, ce n'est pas les lois. Le problème, c'est le respect de ces lois. Ouais. Le code pénal réprime toutes les violences qui sont faites à l'égard des femmes comme à l'égard de l'être humain d'une manière générale. On aurait dû insister simplement à ce que les lois soient appliquées à l'égard de tous. Une femme a été vue, qu'est-ce qu'on en fait? On interpelle le présumé, on le remet entre les mains de la justice. La justice essaye d'appliquer la loi et cette personne doit purger sa peine. C'est en cela simplement qu'on va arriver à réduire cette question des violences qui sont faites aux femmes. Vous avez tout à l'heure soulevé la question de l'ordonnance qui a été prise pour définir ce que c'est la violence faite sur la femme, pour essayer de définir les sanctions qui sont prévues. Alors que ces sanctions sont déjà prévues dans le code pénal. Le ministère, à mon avis, aurait dû simplement plaider. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de plaider. On aurait dû faire pression sur l'application de ces lois. Parce que moi, je vais simplement dire que lorsqu'on a une situation comme au Tchad, sur la question de la remise des peines, la remise des peines est un mécanisme, à mon avis, qui encourage l'impunité. Pourquoi? Lorsque les personnes commettent des actes gravissimes sur les autres individus, les autres vies humaines, qui les considèrent comme des riens, on viole les enfants, on viole les femmes, on les tue. Et quand on les condamne, ils ne purgent pas leur peine. Arrivé à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle la remise des peines. On remet ces personnes en liberté comme s'ils n'avaient rien fait. Et ces personnes vont récidiver. On va les prendre, on les ramène encore. Après, remise des peines. Le ministère de l'Action de la femme doit plutôt suivre ces questions-là. Lorsqu'il y a un violeur, on ne doit pas permettre à ces violeurs-là d'avoir une remise des peines. Il ne suffit pas de mettre en loi, il ne suffit pas de voter les lois. Il faut que les lois soient appliquées et que les personnes purgent leur peine. Au Tchad, les gens ne purgent pas leur peine. La remise des peines, la grâce présidentielle, c'est une difficulté pour le juge qui tranche, qui travaille nuit et jour. Mais lorsqu'arrive, chaque année, on libère les gens. Or, des personnes qui violent les enfants, c'est un crime. Vous libérez un criminel en quelques mois. Imaginez, quand on le prend en novembre, en décembre, il y a une remise des peines. Il aurait fait un mois. Vous pensez que cette personne ne va pas récidiver? C'est ce suivi-là que le ministère doit faire. Je ne sais pas si c'est fait. Parce qu'on se rend compte qu'un peu partout au Tchad, on entend des violences faites sur la... Mais docteur, s'il s'agit d'une grâce présidentielle, qu'est-ce que le ministère peut faire? C'est pourquoi je vous ai dit que des personnes qui sont condamnées pour des violences faites sur des femmes, ou bien qui ont violé des enfants de 5 ans, des enfants de 2 ans, mais vous pensez que ces personnes doivent bénéficier de la grâce présidentielle? C'est pour cette raison que j'ai dit que le ministère doit peser de son poids pour faire en sorte que des personnes qui se comportent de cette manière ne doivent pas être libérées en si peu de temps. S'ils sont condamnés par la loi, ils doivent purger leur peine. Et c'est cela qui va donner un exemple aux autres. C'est ça la punition. La sanction, c'est quoi? C'est de faire peur aux autres pour ne pas qu'ils puissent retomber dans les mêmes erreurs. Mais si la personne a volé, au bout d'un mois, il se retrouve au quartier, vous pensez que les autres ne vont pas être encouragés à le faire? Ils vont être encouragés à le faire. Tout à fait. Donc moi, je plaide pour que les personnes qui sont condamnées pour ces questions-là purgent leur peine jusqu'à la fin et non pas qu'on fasse une remise des peines. D'ailleurs, la remise des peines doit être faite en tenant. Si le ministère suit bien les personnes qui ont été condamnées pour ces questions-là, on doit savoir que la remise des peines ne doit pas être, ne le concernerait pas. Si on arrive à ce niveau, vous allez vous rendre compte que les gens auront peur de faire des violences sur les femmes. Mais sinon, les lois ne suffiront pas pour résoudre cette question qui est sociale. Madame la directrice, allez-y. Je pense que votre plaidoyer est légitime, seulement que je voudrais souligner un aspect parce que l'ordonnance vient avec une spécificité. Parce que quand vous prenez le code pénal,
pour qu'on puisse inculper un présumé, il faut rassembler les preuves. Et la spécificité avec l'ordonnance, c'est que la voix est donnée beaucoup plus à la victime. Le témoignage de la victime suffit pour qu'on puisse condamner l'auteur. Mais là, ça, c'est un aspect. Un aspect. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est la question de la multisectorialité. Parce que le DG a parlé de la question de la transversalité des actions. Et avec l'ordonnance, quels sont ceux qui doivent intervenir en matière de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles? C'est bien déterminé. Et donc, ça, c'est une loi vraiment spécifique. Si peut-être vous aurez le temps de la regarder, la question de fond et de forme, pour mieux peut-être comprendre et essayer d'analyser quels sont les points qui viennent compléter ce qui n'a pas été dit dans le code pénal. Ça, c'est en ce qui concerne l'ordonnance. La question des violences, comme je l'ai dit, c'est une question transversale et nous n'en parlerons pas assez. Et moi, je pense que c'est pourquoi le président l'a érigé en une action entière, parce que c'est l'action 43, janvier 5. Voilà, le renforcement des mécanismes d'accès à la justice, notamment la prévention, la réponse aux violences basées sur le genre, et surtout avec un accent particulier sur les femmes et les filles. Et c'est l'une des actions phares du président de la République. Et c'est important que nous puissions vraiment mener des actions pour que sur le terrain, cette action prévue dans le programme politique du chef de l'État puisse devenir une réalité. Et c'est dans ce sens-là que je dis votre plaidoyer est normal. Maintenant, la question de la répression, c'est vrai, c'est une question transversale, mais comme il l'a dit, il y a la question de la spécificité ou de la spécialité. Et ça, c'est le ministère de la Justice. C'est pourquoi j'ai souligné dans mon intervention qu'il y a un protocole d'accord. Parce que nous, c'est notre souhait que tous les auteurs de violences soient condamnés, qu'ils puissent normalement leur peine. Ça, c'est notre souhait. Et nous travaillons pour que les auteurs ne puissent pas être libres, qu'ils puissent normalement leur peine. Et c'est dans ce sens-là que les centres intégrés de prise en charge multisectorielle ont été mis en place. Aujourd'hui, nous dénombrons 13 centres intégrés. Et c'est pour que la prise en charge des cas de violence puisse être holistique. Parce que quand on vient dans un même endroit, nous avons la prise en charge psychosociale, la prise en charge médicale, la prise en charge juridique et judiciaire et la réinsertion socio-économique qui sont toutes gratuites. Et tout se fait de façon confidentielle. Et ça fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, quelques années en arrière, les gens ne dénonçaient pas les cas de violence. Les gens ne dénonçaient pas. Mais aujourd'hui, on comprend qu'il y a de plus en plus une prise de conscience et les gens arrivent à dénoncer et nos centres sont envahis. Les centres sont envahis par les victimes de violences basées sur le genre et que nous accompagnons, parce que le dispositif est déjà mis en place, et nous accompagnons les victimes. C'est pourquoi, si vous avez constaté, durant la première année de l'exercice du président, il y a eu un grand changement dans ce domaine-là. Il y a eu un grand changement, parce que la plupart des auteurs, s'ils sont dénoncés et qu'ils sont retrouvés, ils se retrouvent à la justice. Mais il y a la question des procédures. Il y a la question des procédures. Et parfois, vous avez raison, la question des enquêtes, pour certains crimes, même on peut aller jusqu'à 2 ans. L'instruction peut aller jusqu'à 2 ans. Et ça fait en sorte que parfois, si on ne fait pas attention, on se dira que les gens sont libres. Parfois, il y a des principes qui gouvernent la gestion de ces genres de cas. Et donc, il y a la question de la mise en liberté provisoire et toutes ces questions qu'il faut vraiment maîtriser. Mais nous, notre souhait, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Nous devons veiller. Et ça, c'est pas seulement le ministère de la Femme. Il faut d'abord que ceux qui subissent les violences basées sur les gens puissent dénoncer les cas de violence qu'ils subissent. Ça, c'est un aspect. Je voudrais revenir sur un aspect que vous avez soulevé qui me semble être important. Dans la loi, dans l'ordonnance dont vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que le témoignage de la femme suffit. Or, le juge
ne tient pas simplement compte du témoignage d'une partie. Il faut qu'il y ait des preuves pour que la personne soit condamnée. Parce que sinon, ce sera de l'injustice vis-à-vis et non-respect même du droit à la défense du présumé violeur. Oui. Et là, on risque, n'est-ce pas, de faire du tort à des personnes qui seraient même ciblées, qu'il n'ait même pas commis un acte. Une femme décide d'aller simplement donner un témoignage frauduleux, mensonger, et on va dire oui, elle a raison, on condamne la personne qui n'a même pas commis un acte et qu'il n'y ait pas. Vous savez, il y a le revers de la loi. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut. Non, non, ça c'est. Nous sommes en train de débattre. Nous sommes en train de permettre à notre pays de se retrouver sur. Parce que le président de la République est en train comment on appelle ça, d'accomplir des actes qui sont importants pour le développement social de notre pays. Mais il faudra aussi qu'on essaye de faire la part des choses. Oui. Parce que si effectivement on laisse le libre cours à la chose, on risquerait de se tromper et de se créer un autre problème social. C'est ce que les Blancs vivent aujourd'hui. Il suffit simplement qu'une personne vienne donner un témoignage, parfois qui n'est pas vrai, et on va essayer donc de chercher des preuves. S'il n'y a pas de preuves, mais comment vous allez condamner la personne? C'est pour cette raison que... Moi, je pense que c'est sur la présentation de certificat médical et autres. Voilà, parce que il y a... Tout à fait. Vous voyez? Oui, mais nous... est une preuve. C'est en cela simplement que le juge va dire que oui, la personne a violé la femme. Mais si la femme invente une histoire, dit qu'il m'a violé, et qu'on simplement doit écouter, comme vous l'avez dit, vous devez comprendre. Non, non, ce n'est pas ce témoignage qu'il a compris. Parce que il y a des voisins quand même. Non, non, mais j'ai dit la question. Le juge ne tient pas simplement compte de tous ces témoignages. Lorsque le juge rend une décision, s'il vous plaît, lorsque le juge rend une décision, il écoute les deux parties. Même s'il y a des témoignages, il faut que ce soit des témoignages que le juge constate que oui, c'est des témoignages. Mais c'est effectivement ça, parce que le juge a été formé et même quand il y a les preuves, en droit on dit que le juge statue en son âme et conscience. Quand il tranche, vous comprenez? Non, l'ultime conviction du juge, l'ultime conviction du juge n'a rien à voir dans cette affaire-là. L'ultime conviction du juge, c'est sa décision. Lorsque le juge évalue les preuves, il y a les éléments de preuve, il y a les éléments de droit. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais quand vous avez dit simplement que sur le témoignage de la femme et le juge, on doit condamner la personne, je vous dis que je suis d'accord avec vous sur la question de la protection de la femme. Il faudra quand même mettre en garde. Il faut que, d'ailleurs, je sais que le juge ne va pas tout de suite accepter de condamner un individu sans toutefois qu'il n'ait rassemblé des preuves. Et c'est pour cette raison que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des enquêtes qui durent 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on cherche à rassembler les preuves afin de décider. Mais justement, parce que quand je dis par exemple le témoignage de la victime, nous avons par exemple mis en place des... Vous avez dit que le témoignage de la victime suffit? Oui. Mais j'étais un peu... Non, c'est pour donner plus de voix. Oui, mais c'est dit dans l'ordonnance. Oui, c'est plus de voix est donné à la victime. Plus de voix est donné à la victime. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la question de preuves qui doivent inculper. C'est-à-dire qu'il y a un nécessaire qui doit être fait. Un nécessaire est toujours fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place des mécanismes de prise en charge holistique. Et aujourd'hui, quand nous recevons un cas de viol, par exemple, la première des choses que nous devons faire, c'est la prise en charge médicale qui permet d'examiner la fille et de confirmer à travers oui, je pense peut-être que je ne discute pas des choses. Parce que nous on ne peut pas décider d'accompagner une femme qui dit que j'ai été violée et qu'elle n'a pas de, par exemple, elle n'a pas, non mais c'est pour venir à ça. Elle est victime, elle dénonce. Quand on dit par exemple j'ai été violée, nous on reçoit des femmes. J'ai été violée. Quand? Par exemple, hier. Mais ce que nous faisons, c'est d'abord l'accompagner dans l'un de nos centres pour qu'on puisse confirmer à travers le service médical. Voilà, pour des dénonciations comme ça. Et c'est sur la base de ça que nous... le centre va confirmer. Non, il y a des choses. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut réprimer les gens, même quand ils ne sont pas auteurs. Non, je pense qu'il ne m'a pas compris. Je pense qu'il ne m'a pas compris. Parce que l'ordonnance, c'est un exemple. L'ordonnance... Je voudrais dire ceci. Le témoignage,
soit dénonciation. Oui. Je prends un exemple. Dans un village, Oui. je prends l'exemple à Doba. Exact. Il y a un centre intégré qui se trouve Oui. au sein de l'hôpital Oui. provincial de Oui. Doba. Oui. Un village qui se trouve à un truc de 10 km. Oui. La femme est informée déjà qu'il y a un centre. Oui. Ou si Violée. elle subit des violences, elle peut venir et faire la dénonciation. Oui. Maintenant, quand elle fait la dénonciation, ces dénonciations, c'est vrai qu'elle les a faites, mais elle ne peut pas automatiquement être prise en compte. Et ça permet aux concernés, soit aux responsables, d'entreprendre les procédures Oui. pour une question de confirmation. Oui. Je crois que c'est ça ce qu'elle C'est veut ça. dire. Je crois que c'est ça. C'est ça. Moi, c'est comme ça que Et c'est toujours, c'est comme ça que nous, c'est pour cette raison Ouais. que nous avons dans un même endroit rassemblé tous ces volets, ces 4 volets de la prise en charge pour que au niveau local, les choses soient efficaces pour qu'on puisse enclencher les procédures judiciaires jusqu'à ce qu'on puisse accompagner la surveillance jusqu'à ce que l'auteur puisse être réprimé. Ça, c'est tard. Docteur, allez-y rapidement. comprenez? Ce n'est pas J'ai une tard. question Ce n'est précise. pas tard. Allez-y Ce n'est pas rapidement. tard. C'est tard. C'est quoi le problème? Non, ce n'est pas tard. C'est tard. La personne a été violée. Vous attendez qu'elle dénonce, qu'elle vienne vous dénoncer, alors que la promotion doit être faite pour que cette femme-là vienne à la police, qui est chargée de mener les enquêtes et cherche poursuivre la personne. Mais quand et on vient à la retrouver. police, ce n'est pas la dénonciation. Mais il s'agit de quelle dénonciation? Non, Je parce pense que qu'il a vous avez- mal compris Non, moi, le je n'ai pas terme mal compris, dénonciation. madame. Je suis un Dénonciation, enseignant ça veut dire et que je tu as comprends subi, mieux le tu concept. l'exprimes. Vous n'allez pas me dire que je n'ai pas compris. Non, Je non, suis non. en train de vous dire que vous êtes en train À la police, c'est d'aller- aussi la dénonciation. Vous Ça êtes- s'appelle mais aussi la attendez, dénonciation. Vous parlez de votre structure. Vous parlez, quand je Je dis c'est pense qu'il tard. ne m'a pas compris. Non, non, c'est vous qui n'avez pas compris. Non, non. Vous Vous n'avez mis pas des compris structures les termes. intégrées. On va chercher à Il y a se des comprendre. structures intégrées du ministère dans les provinces, oui ou non. Oui, oui. Lorsqu'il y a un viol, il faudra que la personne vienne absolument dans cette structure. Et peut-être un aspect, c'est pourquoi j'ai dit- que dans chaque c'est centre, pourquoi j'ai dit- il y a le S'il vous ministère plaît, de la laissez-moi Sécurité. terminer. On n'est pas là pour Qu'elle défendre qu'elle finisse S'il vous rapidement, plaît, vous on allez n'est pas là intervenir. pour défendre une cause. Oui. Je ne suis pas là pour dire que la loi est mal prise ou je ne suis pas là pour dire qu'elle n'est pas bonne. Oui. Je suis là pour dire qu'à certains niveaux, c'est tard. Pourquoi? Lorsque la victime a été violée, elle n'a pas besoin d'aller absolument dans le centre intégré pour signaler qu'elle a été victime d'un viol. Non. Immédiatement, c'est la police qui doit être saisie et c'est la police qui doit donc informer le centre intégré qu'il y a eu un viol. Et vous devrez venir vous occuper de la personne du domaine social et nous nous occupons du domaine juridique afin que la personne puisse Je vais être lui poursuivie. expliquer le S'il vous pourquoi. plaît, Ouais, ouais, qu'il finisse, laissez-moi qu'il finisse. terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Pour être poursuivi. Oui. C'est pour cette raison que j'ai dit que lorsque vous attendez que la personne vienne d'abord signaler au niveau de la structure intégrée, avant que vous n'enclenchez la procédure, ce n'est pas à vous d'enclencher la procédure. La procédure doit être enclenchée par la victime elle-même. Et c'est le juge qui doit mener les enquêtes. Et vous viendrez accompagner la personne pour que ses droits soient respectés. Et là même, la personne a le droit d'avoir un avocat pour sa défense. Et vous ne serez là que pour accompagner les D'accord, pense on que je aura vais lui compris. expliquer. Attendez, Sur cette question, Parce que c'est intervienne. important, je lui explique, parce qu'il a parlé Ce de n'est pas à moi la à vous sécurité. expliquer. Vous Je vous expliquez aux explique, auditeurs. oui, Ce mais n'est je pas à vous moi. explique. Non, non, vous n'avez pas compris comment fonctionnent les centres. Je n'ai pas Quand besoin je de dis le comprendre. centre intégré de services multisectoriels, au sein de ces centres, il y a le corps médical. Il y a deux OPJ, Tout ça, c'est-à-dire la sécurité qui a détaché. J'ai parlé de l'accord qui a été signé entre le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité. J'ai cité les ministères Vous n'avez pas dans cité. voilà. On n'a même pas Écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Allez jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer. Je pense que vous allez me comprendre. On va se comprendre. Dans ce centre-là, il y a le corps médical, il y a les assistants sociaux, il y a les agents de la police judiciaire, il y a les avocats, il y a les assistants juridiques qui sont dans ce centre. Maintenant, je vous explique le pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on a dit non, les gens ne doivent... Parce que quand on dit dénonciation, ça veut dire que tu as subi. Si tu ne l'exprimes pas, personne ne saura que tu as subi. C'est pourquoi nous encourageons la dénonciation. Nous n'avons pas interdit le fait d'aller dénoncer au niveau de la police, non. Mais pourquoi venir dénoncer au centre intégré? Parce que ce que l'on cherche, c'est vrai, on veut réprimer l'auteur, mais on veut également prendre en charge, parce que nous, c'est la prise en charge holistique. On veut prendre en charge également la victime, sur tous les plans. Quand tu viens, tu as été violé, tu ne sais pas si l'auteur est malade.
Tu ne sais pas quelles sont les déchirures. Oui, mais quand tu viens... Oui, non, attendez, j'ai fini, mais je vous ai donné la parole. Vous avez fini. Non, je pense, patientez, s'il vous plaît, patientez. Non, oui, mais quand vous parlez... Oui, non, mais ça, pourquoi? C'est pas enfantin. Mais il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, vous devez comprendre. Mais je pense que, écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, on vous a accordé la parole. On vous a accordé la parole. Je vais vous donner un exemple. Si la personne a été violée dans un village où, à cet endroit, à quelques kilomètres, il y a de la police. Il y a la police. Et que votre centre intégré se trouve à peut-être 100 ou 200 kilomètres. La personne doit aller absolument au centre intégré pour... Mais qui l'a dit? Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je pense qu'il faut... Moi, revenez ici. C'est parce que vous ne me comprenez pas. Moi, je suis en train d'ajouter une plus-value à la chose, à la stratégie qu'il faut mener. J'ai bien dit que nous n'avons pas interdit les dénonciations dans les commissariats. J'ai bien souligné cela. Nous ne les avons pas interdits. Nous encourageons les femmes à parler des violences qu'elles subissent. Je l'ai bien dit. Et j'ai dit que le fait qu'on ait créé les centres intégrés, ça ne veut pas dire que les gens ne vont plus dénoncer à la police. Maintenant, quels sont les avantages de pouvoir dénoncer au sein des centres intégrés? Et c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Parce que si vous dénoncez là-bas et que nous ne sommes pas contactés, c'est que vous n'êtes pas allé, parce qu'on a les preuves où parfois tu pars à l'hôpital, tu n'es pas soigné, mais on te délivre juste l'acte le certificat médical comme preuve. Mais la question de ta santé, il y a les grossesses indésirées, il y a la question des maladies sexuellement transmissibles, parce que nous on s'occupe des femmes sur tous les plans. Alors, et donc, quand vous venez dans ces centres-là, non seulement, voilà, donc vous m'avez compris maintenant. Je sais pas que je vous ai compris, c'est vous qui me comprenez. Maintenant, c'est bon. Vous passez votre temps à expliquer tout ça. Il a compris, c'est bon. Je vous ai dit que le problème de la dénonciation ne doit pas simplement être fait au niveau du centre intégré. Ces dénonciations doivent être faites au niveau de la police judiciaire, qui peut aussi vous... Quand vous dites que la personne ne dénonce pas auprès des centres intégrés, vous n'intervenez pas pour... Non. Ce n'est pas ça. Je pense que personne n'a dit ça. Je pense que les téléspectateurs nous suivent. Nous avons même un mécanisme où il faut simplement appeler pour être pris en charge. Mais voilà. Il faut appeler juste pour dénoncer que je suis dans telle localité, j'ai subi telle, et nous t'orientons par rapport aux services disponibles dans la localité. Donc il y a tout ça. Je pense que c'est... Nous sommes arrivés à la fin de c'est bon, il a déjà compris. Allez-y. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est bon. Bon, docteur. Oui. Moi, très sincèrement, le service, il est complexe. Il est complexe. C'est pour vous dire, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a les avocats, il y a la police, il y a les assistants sociaux, je crois. Oui. Donc, il y a même les psychologues. C'est pour quand elle a dit, tu peux venir dénoncer, c'est quoi? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Quand quelqu'un se trouve dans un recoin, où il subit des violences, dans ce recoin-là, il n'y a pas de la police. La personne est déjà au courant, cette femme-là, elle est déjà au courant qu'il y a un centre qu'elle peut venir dénoncer ce qu'elle a subi. C'est une autre forme de plainte, je crois. Donc, c'est en ce moment-là, c'est quand elle vient déjà faire la dénonciation, en ce moment, le centre ne va pas simplement entreprendre les procédures judiciaires, mais le centre prend d'abord cette personne en charge. Comme elle l'a dit, quand la femme subit des violences, peut-être il y a beaucoup de maladies qui vont entrer dans ce sens. Nous avons même des fillettes qui sont totalement déchirées, tout, et qu'il faut opérer, qu'il faut prendre en charge. Pour moi, cette dénonciation peut être en amont, soit en aval. Voilà, j'espère que nous sommes en train de dire la même chose, nous sommes déjà compris. Nous allons donc faire un dernier tour de table, docteur, et nous allons nous séparer. Nous sommes arrivés. Ce n'est pas que je n'ai pas compris tout ce que... Le centre intégré, c'est une structure qui est créée pour pouvoir donc apporter son appui aux personnes qui sont victimes de toutes les violences. Voilà. Surtout les femmes. Mais moi, mon problème, ce n'est pas d'expliquer comment ça procède. Non. Surtout que c'est
totalement gratuit. Même avocat, tu ne payes rien. Contrairement parce que vous avez parlé de assistance des avocats. À travers ces centres également, c'est gratuit. Tout est gratuit du début jusqu'à la fin, jusqu'à la justice, tout. C'est pris en charge. Et donc ça, c'est le chef de l'État qui a voulu aider la population dans ce sens. Et nous ne pouvons pas dire le contraire. Je pense que nous n'œuvrons que... Nous alignons que sur l'application du programme politique du chef de l'État. Moi, je ne suis pas contre la loi. Je ne suis même pas contre le centre intégré. Vous avez soulevé une question qui était préalable au débat. Parce que quand vous dites que le témoignage de la victime suffit, ça m'a paru un peu complexe. C'est ça qui a pour créé cette le raison débat, en fait. qu'on a créé ce débat pour dire qu'il faudra qu'il y ait une mesure dans les paroles. Les victimes, lorsqu'il y a une preuve palpable, on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Et là, directement, on enclenche la procédure qui ne saurait tarder. Et c'est pour cette raison que je disais que la victime n'a pas besoin d'attendre de signaler au centre intégré afin d'envoyer des gens pour mener une enquête. C'est immédiat. Elle peut même commencer par la police. Exactement, mais c'est ça. Elle peut aussi commencer par la police. Mais personne n'a dit ici que c'est interdit. Je n'ai pas parlé personne n'a dit que c'est interdit. Je n'ai pas dit interdit. On a dit les avantages, c'est que quand tu passes ici et que tu pars seul. Parce que la preuve, nous le savons. Parce que quand vous dites qu'il y a des auteurs qui ne sont pas condamnés, parce que quand tu n'es pas accompagné, tu n'as pas d'assistant. Madame Noura, nous allons faire donc un dernier tour de table et nous allons nous séparer. On peut avoir gain de cause lorsque la justice vous avez donc la parole. Docteur, lorsque le droit permettez qu'il prononce son dernier mot. Nous allons nous séparer. Allez-y. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Qu'est-ce que moi je vais dire encore? Juste votre mot de fin. Bon. Tout ce que moi je peux dire dans le cadre de la solidarité, il faut souligner que les avancées sont significatives, dans ce sens que le ministère est créé, cela n'a fait qu'une année, et le président, il est élu, il n'a mis qu'une année. Mais il faut comprendre que durant une année, nous avons fait face à plusieurs défis. Où j'ai cité normalement les inondations, l'arrivée massive des réfugiés soudanais, aussi, comment on appelle, l'explosion de la poudrière, et quelques insécurités aussi qui ont affecté le pays. Mais face à ces défis, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a mobilisé des moyens colossaux afin de faire face à ces défis. Et donc, le bilan social, il est à 80% positif. Et nous pensons et nous sommes sûrs que dans les années à venir, je crois que le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires va jouer pleinement son rôle dans sa maturité. Donc, nous sommes là pour mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement en matière d'action sociale, de la solidarité des affaires humanitaires. Nous sommes nommés pour cela et que nous devrions faire notre travail. Et vous savez, quand vous êtes au service des couches vulnérables, vous n'avez pas droit à l'erreur. Sinon, vous allez être victime de la sanction divine même, on peut dire. Donc, docteur. Voilà, merci. Voilà, il vous passe donc la parole. Docteur, vous étiez là hier, encore vous êtes là aujourd'hui. Je vais dire deux choses. Premièrement, en ce qui concerne la question de la solidarité, je plaide, comme toutes les organisations internationales, comme tous les pays, par exemple l'Union africaine qui a une banque, la BAD, qui finance tous les États dans le cadre de leur développement économique. Moi, je plaide pour qu'il y ait un seul fonds et qui doit être coordonné par ces différents ministères afin d'atteindre l'objectif du président de la République, qui est celui de résoudre drastiquement la question de la misère et de la pauvreté dans notre pays. Deuxième chose, sur la question des droits de la femme et la promotion des droits de la femme, c'est d'appliquer les lois, de permettre à ce que les femmes soient au devant de la scène politique, soient au devant de la scène socio-économique de notre pays, et de condamner, mener des enquêtes jusqu'au bout, afin, n'est-ce pas, de condamner toute personne qui attentera
à la vie ou qui violeraient des enfants, des mineurs, des petites filles, que ces personnes soient condamnées et qu'elles purgent leur peine, qu'on ne les remette pas en liberté parce qu'il y a une remise des peines. Ouais. Parce que le faire ainsi, c'est permettre à ce que tout le travail, tout le chantier qui est fait sur les droits de la femme et leur promotion, ce sera donc un travail inutile. Tout à fait. Merci beaucoup. Madame Noura, Oui, l'honneur vous revient. oui, merci. Alors, moi, je ne ferai que m'aligner sur ce que les autres ont dit. Déjà, pour l'an 1 du président, il y a eu des grandes avancées. Il y a eu des grandes avancées. Et le quinquennat, comme son nom l'indique, c'est pour 5 ans. Et donc, nous avons encore 4 bonnes années pour pouvoir traduire en acte toutes les actions prévues dans le programme politique des chefs de l'État. Et ce que je voudrais demander, c'est que nous puissions davantage resserrer les liens, parce que certaines questions relèvent de la transversalité, de la multisectorialité. Et donc, il est important que nous puissions davantage resserrer les liens pour pouvoir atteindre les objectifs de façon efficace. La question de la femme est, comme je l'ai toujours dit, au centre des actions, de toutes les actions du chef de l'État. Et donc, il est important que dans nos actions à divers niveaux, nous puissions mettre cette question en première ligne. Et également, parce qu'il ne s'agit pas seulement des institutions. Je l'ai dit, ça part de la famille, des communautés, et toute la société. Et donc, c'est la lutte surtout contre les violences à l'égard des femmes et des filles est une lutte commune. Oui. Et c'est une lutte également de longue haleine. Et donc, moi, j'invite simplement toutes les couches sociales, tous les acteurs, de pouvoir mettre la main dans la pâte pour que nous puissions arriver un jour au respect effectif des droits des femmes au Tchad. Merci. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers invités, Monsieur le directeur général de l'Action sociale et de la solidarité, Monsieur Kaoudé Israël, merci d'être là. Docteur Adamou, vous étiez là hier, vous êtes revenu encore aujourd'hui malgré la fatigue. Vous êtes ancien chercheur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je remercie enfin donc Madame Noura Gamane, qui est directrice de la promotion et de la protection des droits des femmes au ministère de la Femme. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avons donc débattu ce soir avec nos invités sur 2 axes qui portent effectivement sur le mandat du président de la République. Le chantier 3 qui porte sur la solidarité et le chantier 5 sur le droit de la femme. Demain, vous aurez un autre débat avec Emmanuel Koulayo qui portera sur le chantier 4, axé essentiellement sur l'éducation. Il faut noter également que cette série va se poursuivre jusqu'au dimanche prochain, tout en espérant vous retrouver donc le dimanche prochain pour clôturer cette série. Je vous dis bonsoir et restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.